Alors que des échéances électorales cruciales approchent, Emmanuel Macron, notre président sortant, a axé une partie de sa communication sur le bilan positif de son quinquennat en matière de pouvoir d'achat. Le quinquennat Macron est celui de la hausse du pouvoir d'achat des ménages, affirme un tweet du groupe En Marche avec vous sur ses réseaux sociaux le 21 septembre dernier, repris ensuite par la plupart des grands médias. Certains iront même jusqu'à dire qu'il progresse 2 fois plus vite que sous le mandat de François Hollande. Quelle bonne nouvelle! Pourtant, ce n'est pas vraiment ce que la plupart des Français ressentent au quotidien, dans un contexte d'inflation générale, d'augmentation des taxes sur les hydrocarbures et de flambée des prix de l'immobilier. Nous avons donc voulu en savoir plus sur ce qui va sans doute constituer l'un des arguments de campagne numéro 1 dans ces prochaines élections. Et pour cause, depuis 10 ans environ, le pouvoir d'achat, c'est la plus grosse préoccupation des Français. A-t-il réellement progressé comme l'indique le tweet du clan présidentiel ? Et si oui, comment se fait-il qu'il existe un tel décalage entre les statistiques et les ressentis dans la vraie vie ? Ce qui nous amène à nous pencher un peu sur cet indicateur économique. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de pouvoir d'achat ? Que mesure-t-il et comment l'utilise-t-on ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'indicateurs fondamentaux, de statistiques, de moyennes et de dépenses et vous expliquer pourquoi ce tweet, même s'il est vrai, ne reflète pas vraiment la réalité. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est très simple. En communication, on appelle ça vulgairement « jouer avec les chiffres ». Je vais vous expliquer tout ça, mais juste avant, et si vous avez envie de soutenir notre chaîne, n'oubliez pas, c'est très simple et c'est gratuit, il suffit de vous abonner. J'en profite aussi dès maintenant pour vous remercier pour vos encouragements et tous vos commentaires qui nous aident à nous améliorer. Alors surtout continuez, on adore ça. Et bienvenue sur Money Radar. Levons le suspense tout de suite. Le pouvoir d'achat des Français a-t-il bien augmenté pendant le quinquennat Macron, comme l'affirme le tweet ? Eh bien oui, et voici les quelques chiffres qui étayent cette affirmation. D'abord, en 2021, notre pouvoir d'achat s'établit à 20 662 € par an, ce qui nous classe 15e sur 42 pays d'Europe étudiés, et c'est aussi 1,4% de plus que l'année d'avant. Bon, d'accord, 2020 et son cortège de confinement et de blocage de chaînes de production n'est pas très significative. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année-là, en dépit d'une terrible chute du PIB de 8%, le pouvoir d'achat des Français a tout de même augmenté de 0,4%. Au final, depuis 2017, il aurait bel et bien progressé de 8% contre 4% sous le gouvernement Hollande et 3,5% sous Sarkozy, et on s'attend à plus 2,2% en 2021. C'est ce que confirme le très sérieux rapport économique, social et financier pour le projet de loi de finances 2022 qui vient d'être publié par le Trésor. Pourtant, les innombrables crises sociales qui ont émaillé ce quinquennat, comme celle des gilets jaunes ou des opposants au passeport sanitaire, le prix des carburants, de l'énergie ou des produits alimentaires de base comme le beurre, les huiles, les pâtes ou celui du papier et du bois qui explosent, les difficultés d'accès au logement alimentent une grogne générale, ressentie d'ailleurs partout en France il y a quelques semaines encore, à l'appel des convois de la liberté. Les Français se plaignent de ne pas pouvoir joindre les deux bouts et que la vie est de plus en plus chère. Comment expliquer un tel décalage entre les chiffres et la vie réelle ? Ce phénomène a un nom officiel, c'est le pouvoir d'achat ressenti. Et souvent, comme cela arrive maintenant, les deux notions, pouvoir d'achat tout court et pouvoir d'achat ressenti, ne vont pas ensemble. Voyons d'abord de quoi nous parlons. Le pouvoir d'achat est avant tout un indicateur statistique considéré par les économistes et les dirigeants politiques comme l'un des outils fondamentaux de la comptabilité nationale, par exemple pour mesurer les effets d'une décision ou se comparer à d'autres pays. Il est calculé par l'INSEE, qui le définit précisément comme étant la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec une unité de revenu. Vous trouverez un lien vers tous les détails dans le descriptif, mais pour schématiser, voilà comment il est calculé. Il s'agit de prendre une autre statistique, le revenu brut des ménages, et d'en déduire une troisième statistique, l'indice des prix à la consommation, ou IPC. Le revenu brut des ménages est constitué de toutes les rentrées d'argent, les salaires, les indemnités de la sécurité sociale, le revenu des artisans, les loyers encaissés et les aides sociales, moins les impôts ou contributions sociales. Pour schématiser, il n'y a rien de bien compliqué. Ce sont tous les revenus moins les impôts. Et ces revenus augmentent mathématiquement avec la population et quand le chômage baisse. En face, on leur oppose une dépense moyenne, calculée là encore chaque année par l'INSEE, l'indice des prix à la consommation. Pour l'obtenir, on additionne et on pondère les valeurs d'environ 390 000 services et produits de consommation courante pour obtenir le fameux panier moyen de la ménagère, censé représenter le coût de la vie quotidienne en France.
La liste complète de ce qui compose cet énorme caddie n'est pas publiée, mais on sait qu'elle inclut des produits de base, alimentaires, pharmaceutiques ou d'hygiène, le prix d'une heure de main-d'œuvre chez le garagiste ou encore celui d'une bouteille de gaz. Il sert de base pour le calcul du SMIC, la revalorisation des pensions alimentaires et permet l'évolution des loyers. Si d'une année à l'autre, l'IPC évolue à la hausse, on parlera d'inflation et inversement de déflation s'il vient à baisser. Quant à la désinflation, c'est une inflation qui progresse moins vite que les années précédentes. Notre pouvoir d'achat est donc issu de la différence entre le revenu brut des ménages et ce panier moyen qui symbolise toutes nos dépenses dans notre vie courante. C'est ça qui a augmenté de 8% depuis 2017. À population égale, il existe donc deux façons de faire évoluer notre pouvoir d'achat à la hausse. Augmenter les revenus et diminuer la pression fiscale, ou traverser une période de baisse générale des prix. En France, ce n'est pas le cas. Si nous n'avons pas dépassé 2,8% d'inflation annuelle depuis la reprise post-crise des subprimes en 2008, en 2021, l'IPC a grimpé de 1,6% et l'INSEE prévoit plus 3% au moins jusqu'en milieu d'année. En théorie, et si ce taux se maintient jusqu'à la fin de l'année, alors nous aurons statistiquement perdu du pouvoir d'achat, à moins que nos revenus n'augmentent pour compenser. Et nous l'avons vu, c'est ce que prévoit Bercy avec 1,8% de hausse attendue cette année. Un tel succès est le résultat des mesures de soutien mises en place durant le quinquennat et du fameux « quoi qu'il en coûte », comme la revalorisation pour la prime pour l'emploi, la suppression de la taxe d'habitation et de l'ISF, les reports de charges sociales pendant la crise ou encore la baisse de l'impôt sur le revenu pour certaines catégories de contribuables. Et ces résultats sont aujourd'hui brandis victorieusement par le président. Oui, mais voilà, le pouvoir d'achat, c'est avant tout une donnée statistique, un simple nombre avec ses limites et ses lacunes, et beaucoup d'observateurs s'interrogent sur sa pertinence. Il aurait même tendance à embrouiller les esprits. D'abord, le pouvoir d'achat n'est pas très fidèle à la réalité, et son nom ne lui convient pas vraiment. C'est vrai, de quel pouvoir s'agit-il lorsqu'on parle des loyers à payer tous les 5 du mois sans faute ou des factures de téléphone et des primes d'assurance dont l'absence met fin immédiatement aux services et aux garanties ? Ne vaudrait-il pas mieux parler d'obligation plutôt que de pouvoir ? Beaucoup de nos dépenses sont contraintes, toutes celles qu'on ne peut pas arbitrer ou choisir librement de ne pas payer. Et elles ne sont pas seules, elles s'ajoutent aux dépenses dites préengagées, comme les crédits. Les crédits ne font pas partie du calcul de l'IPC, car même si les remboursements pèsent dans les budgets, ce sont des opérations financières fixes avec un gain de richesse en contrepartie, comme un bien immobilier ou une voiture. Néanmoins, toutes ces dépenses contraintes, hors dépenses préengagées, que nous effectuons chaque mois par obligation, ont considérablement augmenté ces dernières années. Dans les années 60, elles représentaient environ 12% des dépenses des ménages. Et aujourd'hui, nous avons dépassé les 30%. Une autre partie de nos dépenses n'est pas compressible non plus. Il est toujours difficile de rogner sur l'alimentation ou les produits de santé. En réalité, le vrai pouvoir d'achat des Français serait plutôt constitué par ce que l'on appelle les dépenses arbitraires, qui comprennent par exemple les vêtements, le coiffeur, les sorties, les loisirs ou les vacances, et qui correspondent généralement à tout ce qui nous fait du bien dans la vie. Or, si on examine en détail la composition de nos dépenses, que constatons-nous ? Le pouvoir d'achat arbitrable baisse pour les catégories de Français les moins privilégiés, qui forcément ne consomment quasiment pas, et dont la grande majorité des ressources est engloutie par les dépenses contraintes. A l'inverse, 10% des Français seulement, ceux dont les revenus et le pouvoir d'achat arbitrable sont les plus importants, consomment en proportion beaucoup plus que les autres, 3 fois plus qu'un individu qui gagne 2 fois moins. Le pouvoir d'achat n'est donc pas représentatif. Il reste trop général, trop global. Il ne correspond pas à ce qu'il annonce. Le pouvoir réel de dépenser, qui serait plutôt représenté par le pouvoir d'achat arbitraire. Une petite mise au point s'imposait. Autre malice que nous réserve le pouvoir d'achat, il est relatif et chacun le vit à sa façon. S'il a effectivement augmenté en 2020 et 2021, cela ne signifie pas forcément que tous les Français ont vu le solde de leur compte bancaire progresser à la fin du mois. Seules les classes sociales les plus élevées ont vu leur pouvoir d'achat augmenter plus et plus vite que les catégories moins privilégiées. Nous l'avons vu, les classes populaires et une partie des classes moyennes ont un revenu arbitrable inférieur, présentent souvent un endettement élevé et leurs dépenses sont en majorité composées de produits de première nécessité. Les pénuries de matières premières stratégiques comme les céréales, l'huile, le sucre ou les hydrocarbures provoquent des poussées inflationnistes justement sur ces produits. Les produits frais, plus 4% depuis janvier 2021, la viande, plus 2%, ou encore le pain, plus 3,3%, mais surtout l'énergie, plus 19,9%. Ceci explique pourquoi les ménages les plus fragiles ressentent actuellement beaucoup plus les effets des hausses de prix dans leur vie quotidienne et pourquoi ils sont en colère. Cette différence de sensibilité à l'inflation a créé une fracture entre deux Frances. D'un côté, celle qui grogne et descend dans la rue car la vie est de plus en plus chère et que le travail est de plus en plus dur. Et de l'autre, la France dorée, une minorité qui vit dans le confort, qui a les moyens financiers de traverser des crises et qui a rejeté les revendications populaires parce qu'elle n'a pas compris la colère des gilets jaunes. Mais enfin,
Que veulent ces gens alors que les médias nous annoncent que tout ne va pas si mal puisque le pouvoir d'achat a augmenté? Forcément, entre le gros écart de vécu et les bonnes nouvelles de l'Élysée, comment voulez-vous qu'on y comprenne quelque chose? Cette France dorée, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron. Et voilà d'où lui vient sa réputation de président des riches. C'est qu'entre 2011 et 2017, ce sont justement les classes supérieures qui devaient faire face à la baisse continue de leur pouvoir d'achat. Pour leur soutien dans la campagne de 2017, leurs représentants ont exigé quelques contreparties, des mesures pour inverser ce processus, ce que s'est empressé de faire le candidat une fois élu. Il a fait tout ce qu'il a pu pour maintenir le niveau de vie des Français les plus fortunés et leur éviter un déclassement social, et en faisant cela, il a abandonné les classes populaires. Oui, le pouvoir d'achat des Français a augmenté, mais il s'agit d'un total national, et nous le savons, en France comme partout ailleurs, les inégalités se creusent. Pendant que la fortune de Bernard Arnault a bondi de 52 milliards d'euros en 2021, 5% des 12 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté se sont encore appauvris. Ils étaient 8,7 millions en 2017. Selon le rapport sur les inégalités en France, on est pauvre quand on gagne moins de 1 063 euros par mois. À l'inverse, on est riche avec 3 542 euros. Or, 87% des Français gagnent moins. Et dès lors, comment s'étonner que ces 87% soient en colère ? Un quart des travailleurs français touchent chaque mois moins de 1 500 euros et le revenu médian est de 1 771 euros pour une personne seule. C'est aujourd'hui juste suffisant pour se nourrir et se loger en banlieue, mais pas dans les grandes métropoles régionales où les prix de l'immobilier flambent, emportés par la frénésie acheteuse post-Covid de ceux qui, encore une fois, ont les moyens d'acheter. Et devenir propriétaire est l'un des facteurs principaux de l'élévation sociale, ce qui n'augure rien de bon pour la suite. C'est précisément ce que redoutent les associations qui luttent contre la précarité, comme les Restos du Cœur ou la Fondation Abbé Pierre, devenue aujourd'hui indispensable pour pallier les carences de l'État. C'est donc une vraie fausse bonne nouvelle que cette hausse de pouvoir d'achat, et c'est un parfait exemple de ce que l'on appelle jouer avec les chiffres. Trop subjectif, trop généraliste, irrégulièrement réparti et ressenti, le pouvoir d'achat ne devrait être appréhendé qu'en tant que statistique résultant elle-même d'un autre calcul statistique et non en tant qu'argument de campagne. Il ne reflète qu'une réalité globale et perd son sens dès qu'il est abordé sous un angle individuel ou même en termes de classe sociale. Parler de hausse du pouvoir d'achat pour tous les Français crée la confusion dans l'esprit de l'opinion publique. Une partie croit que tout est rentré dans l'ordre. L'autre ne comprend pas pourquoi la vie est toujours aussi difficile, souvent pire qu'il y a 5 ans, alors qu'on ne cesse de leur répéter que tous les indicateurs économiques sont au vert, à l'exception peut-être de la dette et de l'inflation. Pour établir la balance et bénéficier en plus d'un effet positif sur la consommation et la croissance, le prochain gouvernement devra s'attacher à favoriser le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires et à encourager leur élévation sociale. Cela passera peut-être par un effort supplémentaire des classes les plus favorisées au pot commun via l'impôt ou par un nouveau recours à l'endettement, mais une action massive va s'avérer nécessaire pour éviter que les inégalités ne se creusent encore et que le climat social ne dégénère vraiment. Emmanuel Macron vient d'en faire la démonstration, il ne sera pas l'homme de la situation. À quoi doit s'attendre la France qui espère, celle qui produit la richesse, après ces prochaines élections, à l'heure où les comptes de la pandémie ne sont toujours pas arrêtés et où les pénuries alimentent la pire des inflations? En réalité, aucune solution n'apparaît aujourd'hui clairement parmi les mesures annoncées par les candidats à la présidence. Certains, comme Valérie Pécresse ou Jean-Luc Mélenchon, proposent de réduire la TVA sur les produits de première nécessité ou de revaloriser le SMIC. Éric Zemmour propose d'exonérer les primo-accédants des frais de notaire sur les biens de moins de 200 000 euros pour faciliter l'accès à la propriété et propose comme plusieurs autres candidats une réforme de l'impôt sur la transmission. Si comme 62% des Français, ce sujet vous intéresse, la liste complète des mesures est disponible pour chaque candidat sur le site de l'Institut Montaigne. Sélectionnez le candidat, puis le thème et comparez les propositions. Vous trouverez le lien vers ce site bien pratique dans le descriptif. À l'heure où nous réalisons ce film, Emmanuel Macron n'y figure toujours pas. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à nous donner votre avis dans les commentaires, à nous signaler des oublis ou à nous encourager si notre travail vous plaît. Et si vous voulez faire un peu plus connaissance, rejoignez-nous sur nos réseaux Twitter, Telegram et Discord. Merci pour votre fidélité, c'était Moni Radar, à très bientôt.